Bonsoir à tous, bonsoir. Et c'est votre ami Jean-René Chatti dans le cadre du cours de français euh, qui vous concerne et vous en tant qu'élève du NS2. Je suis vraiment content de vous rejoindre. C'est pour moi un véritable plaisir. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer avec la séance d'autrefois. À rappeler, aujourd'hui, c'est de la littérature française. La semaine dernière, on a essayé d'introduire le siècle qui nous concerne, c'est le XVIIe siècle français. On a vu ensemble que c'était une littérature d'imitation. Oui, c'était une imitation, mais une imitation avec une certaine originalité, contrairement au XVIe siècle, qui était une imitation servile, euh, qui n'avait aucune originalité, aucune trace d'originalité. Euh, on a vu aussi que c'était une littérature disciplinée et une littérature moderne, une littérature chrétienne, une littérature impersonnelle, une littérature impersonnelle, objective, universelle. On a vu tout ça la semaine dernière. Une littérature psychologique, une littérature de la raison. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer de vous présenter ce même siècle, à savoir le XVIIe siècle. Mais maintenant, nous allons voir euh, le nom qu'on a approprié à cette période, c'est-à-dire le nom donné à cette période et le pourquoi de ce nom. Qu'est-ce qui caractérisait ce nom, cette période, et qu'est-ce qui faisait de cette période une période, un siècle qui mérite d'être appelé ainsi. On va voir tout ça aujourd'hui et on va voir aussi les difficultés rencontrées par cette période, au cours de cette période. Hein? Bien. Pourquoi dit-on que, comment on a appelé cette période ou ce siècle et pourquoi? Nous allons d'abord voir les éléments qui ont caractérisé cette période et après on verra le nom qu'on a donné à cette période. Premièrement, on dit que c'était une période où, tout en respectant et en imitant les anciens, il y a deux choses qu'on a effectuées. D'abord, on a respecté les anciens. Deuxièmement, on a imité les anciens. Mais on n'a pas considéré les anciens comme étant des maîtres, comme des modèles parfaits. On a imité les anciens, mais on ne les a pas imités de manière servile. C'est-à-dire qu'on a imité certaines choses chez les anciens. On a aussi rejeté d'autres choses chez ces derniers. C'est-à-dire les anciens n'étaient pas des modèles parfaits pour le XVIIe siècle. Deuxièmement, c'est par souci de l'ordre et de clarté, il y avait une certaine discipline qui s'imposait, une certaine discipline impose aux écrivains le respect des règles et des lois auxquelles les œuvres littéraires doivent se soumettre. C'est-à-dire, les écrivains n'étaient pas vraiment libres d'écrire. C'était une période où les écrits doivent suivre certaines règles, certains principes. Il y avait certaines règles, il y avait certains principes à respecter dans la rédaction, dans l'écriture. On ne peut pas écrire à n'importe quoi, à n'importe comment, à n'importe quand. Il y avait certaines règles à suivre. C'est pourquoi, bon, je ne veux pas dire déjà le nom de la période. Troisième principe ou caractéristique, c'est l'observation méticuleuse et la peinture exacte des réalités. Il faut d'abord observer de manière méticuleuse, de manière fine, de manière observer de manière réfléchie, de manière pertinente la réalité. Non seulement il faut observer la réalité,
mais il faut aussi peindre la réalité avec exactitude. Il faut observer la réalité, il faut aussi peindre les réalités avec exactitude. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se mentir dans la peinture de la réalité, de la peinture des réalités. Et surtout des réalités morales constituent le fond permanent et universel de l'homme. Les réalités morales, c'est-à-dire c'est ce qui constitue le fond de l'homme. C'est pas l'apparence, c'est la morale. Et la portée morale de l'homme, c'est l'homme du fond, l'homme de l'intérieur. Et il faut relater ce qu'on a véritablement observé. Il faut dire la vérité et décrire les réalités avec exactitude. Ensuite, on avait la raison souveraine qui fournit aux écrivains la possibilité de discerner et d'appréhender ces réalités permanentes et universelles. Il y avait la raison souveraine. La raison souveraine, c'est une raison qui est au-dessus de la raison des philosophes, des écrivains. C'est-à-dire, chaque écrivain peut avoir sa raison, mais il y avait une raison qu'on appelle la raison souveraine. C'est la raison raisonnée. C'est la raison raisonnée. Et cette raison était souveraine et les écrivains doivent obéir à cette raison. C'était pas une option, c'était une obligation malheureusement. Et il y avait le culte de la beauté artistique qui se manifeste notamment, premièrement, par le souci de la composition. Le souci de la composition, oui. Le souci de bien organiser, de bien composer les écrits. Deuxièmement, c'est par le sentiment de la mesure et de juste proportion. C'est-à-dire, les écrits doivent être bien ordonnés, arrangés de manière juste. De manière juste, il faut respecter la mesure. Troisièmement, c'est par le sentiment du rythme oratoire. Le rythme oratoire, rappelez, parlant de l'oratoire, on voit le parler. Il faut, il y avait un sentiment du rythme, il y avait une façon de faire, il y avait une façon de parler, de communiquer aux gens. Il y avait une façon, il y avait aussi l'harmonie poétique. Il faut que la poésie ait une certaine harmonie, soit harmonisée par le sentiment du pittoresque. Et rappelez, mes chers amis, vous allez rechercher ce mot pour moi et vous allez m'apporter la définition. Je connais déjà la définition, mais je vous donne ça comme devoir. Vous allez rechercher ce que signifie pittoresque. Et si vous voulez, je peux vous donner la définition, mais je veux que vous le sachiez par vous-même. Okay. En dernier lieu, en cinquième et dernier lieu, c'est par la plénitude du sens de la couleur obtenue grâce à l'ordre des pensées et à la propriété de l'expression. Et il faut présenter une couleur appropriée. Cette couleur peut être une couleur qui n'est pas observable. C'est peut-être la charpente de l'œuvre. La charpente de l'œuvre, mais ça ne veut pas dire que c'est la couleur blanche, la couleur verte. Non, c'est pas ça. Loin de là, ça concerne surtout, par exemple, lorsqu'on parle de couleur locale. Couleur locale, ce n'est pas une couleur proprement dite, puisque ce mot couleur est utilisé dans un sens figuré, mais non pas dans son sens propre. Eh bien, à partir de toutes ces qualités, toutes ces caractéristiques, on a conféré, on a considéré ces œuvres littéraires, les œuvres littéraires du XVIIe siècle, comme étant des œuvres de beauté, d'élégance, de vérité, de grandeur et d'éternité. Et de beauté, c'est-à-dire c'était de belles œuvres, d'élégance, parce que c'était cool, c'était fascinant, hein? C'était élégant. Les œuvres étaient élégantes.
de vérité parce qu'il faut présenter la réalité telle qu'elle est. Il ne faut pas changer, il ne faut rien changer de la réalité. Il faut présenter la réalité exacte de l'époque. Et on dit aussi que et, euh, et c'était des œuvres de grandeur parce que c'était des œuvres magnifiques, difficiles à rédiger, mais c'était des œuvres de grandeur et des œuvres d'éternité. Ce n'étaient pas des œuvres qui concernent seulement le XVIIe siècle, parce que les œuvres du XVIIe siècle ne meurent pas après le siècle. Ça continue d'exister. C'est pourquoi, tenant compte de toutes ces qualités, tenant compte de toutes ces caractéristiques, on a conféré à ce siècle le nom du classicisme. Le classicisme, le classicisme, c'était le nom de cette période. On l'appelle aussi la littérature classique. Le classicisme ou la littérature classique. Que veut dire classicisme? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Voilà, mesdames, messieurs. Premièrement, le classicisme, c'est une doctrine littéraire et artistique qui a assuré au XVIIe siècle son rayonnement et son exceptionnel prestige. C'est une doctrine, c'est un courant littéraire et artistique qui a dominé la France au XVIIe siècle. Voilà. Voilà et quelques éléments qui caractérisent cette période en France. Premièrement, il y avait dans le talent et le sens créateur dont fait preuve les écrivains de l'imitation des modèles gréco-latins. Premièrement, les écrivains du XVIIe siècle imitaient les modèles, c'est-à-dire les écrivains de l'Antiquité gréco-romaine et gréco-romaine. Oui, il y avait une certaine imitation, mais il y avait aussi un talent créateur. Le sens créateur, il y avait un talent énorme chez ces écrivains. C'est pourquoi on dit que c'était des imitateurs, mais aussi c'était des innovateurs. Il ne se contentait pas d'imiter les anciens, mais il a aussi ajouté une certaine originalité dans les œuvres réalisées au XVIIe siècle. Deuxièmement, c'était dans l'effort soutenu des écrivains pour rester le plus proche possible de la vérité et de la vie. Les écrivains devaient s'accrocher à la vérité. Ils ne voulaient pas dire du mensonge pour proférer du mensonge. Ils voulaient dire la vérité. Ils voulaient promouvoir la vie, la vérité. Et de la recherche de la durée par la perfection. Recherche de la durée par la perfection. Écoutez, et il y avait des durées déterminées. Il y avait des durées planifiées pour les œuvres littéraires du XVIIe siècle. Bien, c'était la recherche de la perfection. C'est la bonté à l'extrême. La bonté à l'extrême, rédiger de bonnes œuvres à l'extrême, c'est rédiger des œuvres parfaites. C'est pourquoi on dit que c'était la recherche de la perfection. Et quatrièmement, il y avait le succès mérité par la solidarité du fond et la préciosité de la forme. Succès mérité dans la solidarité du fond, de la solidité du fond. Le fond était solide, le fond était compact, avait un sens, avait un bon sens. Alors, c'est pas n'importe quel sens, c'était un bon sens. Et la forme était précieuse. Il y avait une très belle forme, et le fond était solide. Et le dernier élément, c'est l'agrément de l'instruction du public. Et le public était instruit, le public était formé. C'est-à-dire, on ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, parce qu'on est dans un salon. Et le salon, c'était le lieu où réunissaient des gens bien élevés, bien formés. On ne peut pas dire et faire n'importe quoi. On ne peut pas dire ni faire n'importe quoi. Il faut dire et faire ce qui est normal, ce qui est correct. Voilà. Maintenant, voyons
l'ensemble des difficultés rencontrées par cette période. Premièrement, c'était le baroque. Le baroque, c'était l'un des courants qui constituait une grande difficulté pour le XVIIe siècle. Premièrement, parlant du baroque, c'était un courant d'origine espagnole et italienne, un courant d'origine espagnole et italienne, c'est-à-dire un courant qui a pris naissance en Italie et en Espagne, qui a traversé la France durant la première moitié du XVIIe siècle. À rappeler que la première moitié du XVIIe siècle, oh là là, ok, on dirait qu'il y avait un problème. Ok, merci. Parlant